Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, comment réussir sans la calculatrice? C'est un sujet qui peut paraître étonnant, surtout que nous sommes sur une chaîne qui parle de sciences dures comme les mathématiques et la physique-chimie. Et ensuite, la calculatrice est un outil de notre quotidien. Mais faire appel à un outil, l'usage d'un outil, a toujours deux effets. Le premier effet, c'est l'effet évidemment positif, bénéfique, c'est qu'un outil nous fait gagner du temps. Grâce à un outil, nous pouvons réaliser des tâches, ou effectuer des tâches que nous aurions eu beaucoup plus de mal à réussir sans. Mais il y a une contrepartie. Si nous utilisons trop systématiquement un outil, eh bien, nous perdons en compétences. Prenons l'exemple des allumettes ou d'un briquet. Ce sont des outils efficaces pour allumer un feu. Mais de nos jours, seuls quelques initiés arrivent à allumer un feu sans. Voilà un bel exemple de perte de compétences. Surtout qu'il y a quelques siècles, beaucoup plus de monde y arrivait. Prenons un autre exemple. Prenons l'exemple d'un astronaute qui partirait séjourner en orbite dans la Station spatiale internationale. Eh bien, plus son séjour est long, plus il reste dans cette station, et moins longtemps il est exposé à la gravité. Et donc, il risque d'avoir une atrophie des muscles. C'est pour cela que quand un astronaute reste longtemps en orbite, quand il revient, eh bien, il y a une rééducation. Eh bien, faire un usage excessif de la calculatrice est tout à fait comparable. Parce que l'absence d'effort pour effectuer les calculs de base va avoir les mêmes effets, c'est-à-dire une atrophie de nos compétences. Surtout que désormais, la calculatrice est autorisée dès l'école primaire, alors que c'est la période où l'on apprend les algorithmes de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, voire de la division. Par conséquent, beaucoup d'élèves ne sauront pas effectuer correctement ces opérations à la sortie. D'autant plus que, à partir du collège, la calculatrice n'est pas seulement autorisée, elle est imposée. Et cela fait que plein d'élèves qui ne pratiquent plus suffisamment les opérations de base se retrouvent complètement perdus. Nous pouvons faire une autre analogie. C'est comme si, lors de leçons de pilotage, un instructeur imposait à ses élèves de garder le pilote automatique en fonction en permanence. À votre avis, qu'est-ce que l'élève est en train d'apprendre? Autre analogie que j'ai déjà effectuée sur cette chaîne, eh bien, s'entraîner avec une calculatrice, c'est comme si un athlète s'entraînait au marathon à moto. Dans les deux exemples que nous venons de voir, une part importante de l'information ne peut être acquise, sans compter la perte d'habitude et la perte d'endurance. Pour illustrer l'impact de cette perte d'information, prenons un autre exemple dans le sport, par exemple dans le football. Prenons un élève qui ne maîtriserait pas les gestes techniques de base, comme par exemple effectuer une passe, effectuer une conduite de balle, contrôler une balle. Eh bien, si ce sportif ne maîtrise pas ses gestes de base, comment voulez-vous qu'il arrive à appliquer par la suite les stratégies de l'entraîneur? L'entraîneur aura beau donner des consignes, elles seront tout simplement inapplicables. Eh bien, en mathématiques, on va avoir le même problème. Un élève qui ne maîtrise pas le calcul numérique aura de grandes difficultés à maîtriser le calcul littéral, qui est une forme de généralisation du calcul numérique. Et si vous pensez que j'exagère, vous n'avez qu'à regarder les classements des élèves français. Vous connaissez les études du type PISA qui classent le niveau des élèves dans le monde. Vous avez vu que le classement des élèves français ne cesse de dégringoler. Alors, ce n'est pas le seul facteur, je ne suis pas en train de dire que seule la calculatrice est responsable de cette chute, mais je pense que c'est l'un des facteurs les plus importants. Surtout que parmi les pays qui sont devant nous dans le classement, il y en a vraiment très peu qui recommandent l'utilisation de la calculatrice dans les petites classes. La plupart de ceux qui trustent les premières places recommandent au contraire de faire plutôt
appelle à l'expérience sensible, c'est-à-dire utiliser des objets, palper des objets. Et si encore nos économies n'étaient pas mondialisées, ce n'aurait pas été si grave que ça. Mais je rappelle que les élèves sont appelés à devenir des travailleurs et que de nos jours, la concurrence peut venir de n'importe où. À votre avis, qui est le plus rentable? Le travailleur qui a besoin d'avoir un ordinateur, une calculatrice, un téléphone mobile, je ne sais quoi, et autres tablettes, ou le travailleur qui aura besoin juste d'un stylo et de son cerveau? Je vous laisse répondre à cette question. Mais maintenant, si nous voulons pouvoir faire face à cette concurrence, si nous voulons nous renforcer, si nous voulons être plus affûtés intellectuellement, si nous voulons nous hisser en haut des classements, si nous voulons franchir des paliers supplémentaires, ou tout simplement si nous voulons progresser, eh bien, il faut cesser d'utiliser la calculatrice à l'entraînement. Et je vais maintenant vous expliquer comment faire sans elle. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Cette vidéo est le résumé d'un article que vous pouvez trouver sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et c'est l'article qui est sous la vidéo si vous êtes sur notre blog. Cela étant dit, nous allons pouvoir voir ensemble les 3 étapes que je recommande afin de pouvoir se passer de la machine. Première étape, se réapproprier les algorithmes fondamentaux et les astuces associées. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réapprendre à poser les opérations. Vous devez savoir poser verticalement vos opérations, que ce soit l'addition, la soustraction, la multiplication ou même la division. Dans mon travail, il m'arrive très souvent de les enseigner à des élèves de lycée. Et en complément, je leur recommande même de ne pas avoir peur d'utiliser leurs doigts. Vous voyez, utiliser les doigts, c'est pratique parce que je parlais tout à l'heure d'expérience sensible. C'est très efficace pour réussir à se représenter les quantités. C'est vraiment un complément indispensable. Cela n'empêche pas qu'il faut également prendre son temps pour apprendre les tables de multiplication, donc jusqu'à 10. Et je recommande, au-delà de 10, d'apprendre tous les carrés, au moins jusqu'à 20. Je recommande également de connaître toutes les petites astuces de calcul, comme par exemple multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1000, par les puissances de 10 en général. Cela est très efficace dans certaines situations lorsqu'on veut représenter un nombre à virgule sous forme de fraction afin de pouvoir travailler avec des nombres entiers. Ça aussi, c'est quelque chose que je recommande. Préférez travailler avec des nombres entiers. Parce que les nombres entiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se les représenter beaucoup plus facilement. Et en règle générale, cherchez toujours à vous représenter vos calculs grâce à une situation concrète. J'aime bien par exemple pour les additions de relatifs faire appel à l'analogie avec l'argent. Je rappelle que gagner, donc additionner c'est gagner et soustraire c'est perdre. Ou plutôt un signe positif c'est un gain, un signe négatif c'est une perte. Et à partir de là, tous les calculs deviennent très cohérents. Si je vous dis par exemple que j'ai remboursé une dette, ou si vous préférez que j'ai perdu une dette, eh bien, si je perds une dette, c'est que j'ai un gain. Donc, moins par moins fait plus. Une fois que l'on maîtrise correctement chaque opération, eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui est justement de maîtriser l'enchaînement des opérations. Et oui, nous parlons d'enchaînement. Je constate trop souvent que des élèves ont du mal à comprendre que toutes les opérations ne s'effectuent pas en même temps. C'est incroyable de voir le nombre d'élèves qui tombent des nues quand je leur explique qu'il faut effectuer les opérations dans un ordre précis. L'ordre en question est bien sûr celui de la priorité des opérateurs.
Je recommande justement aux élèves qui sont en difficulté eh bien, de la respecter à la lettre au début. Parce que trop souvent, ils essayent de faire l'usage de formules, mais qu'ils ne comprennent pas. Alors, au début, je leur dis, pas de formule. D'abord, vous comprenez l'enchaînement des opérations. Et ce n'est qu'une fois que l'on maîtrise cet enchaînement des opérations que l'on peut commencer à s'intéresser justement à ces formules. On saura désormais que ce ne sont pas des raccourcis, qu'on ne choisit pas n'importe quelle formule à n'importe quel moment. Il y a toujours un contexte dans lequel on va faire appel à ces formules. Ce qui nous emmène à la troisième étape, s'emparer de ces formules justement de calcul littéral. Je vous assure qu'il est beaucoup plus facile de réussir à les comprendre et à les utiliser au bon moment lorsqu'on a bien compris l'enchaînement des opérations. Je vais vous partager une grosse astuce. Les premières formules qu'il faudra apprendre donc après avoir maîtrisé l'enchaînement des opérations, c'est dans le cas donc de l'addition et de la multiplication, ce sont les formules d'associativité, de commutativité et de distributivité. Je constate trop souvent cette erreur chez les élèves, ils confondent associativité et distributivité. L'associativité, c'est lorsqu'on effectue l'addition de deux nombres A et B, on trouve un résultat et que ce résultat est additionné à un nombre C. Et bien ça donne le même résultat que si on avait d'abord effectué l'addition de B et de C et le résultat qu'on avait additionné avec le nombre A. On a la même chose avec la multiplication. On effectue la multiplication du nombre A et B, le résultat est multiplié par un nombre C. Et bien ça nous donne le même résultat que si on avait d'abord multiplié B par C et qu'ensuite on avait multiplié le résultat de cette multiplication par le même nombre A. Alors que la distributivité va être utilisée lorsqu'on effectue d'abord une addition puis une multiplication. La plupart des élèves, ne regardant même pas les opérations, ne se rendent pas compte que ce n'est pas donc la même formule qu'on utilise. Alors, une fois ce palier franchi, on pourra passer aux formules de développement, de factorisation et aussi donc les identités remarquables, qui au passage font appel au carré dont on parlait précédemment. Et enfin, il faut maîtriser sur le bout des doigts toutes les formules sur les fractions. Comme je le disais tout à l'heure, on va préférer travailler avec des nombres entiers. Donc il faut bien maîtriser les formules sur les fractions. Que ce soit les formules d'addition, de soustraction, de multiplication et même de division de fractions. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, à aller regarder nos formats courts, nos shorts, où nous partageons pas mal de formules et d'astuces. Avec les 3 étapes que nous venons de voir, vous êtes déjà bien armés. Même s'il y aura d'autres formules à connaître plus tard, donc des formules, on va dire, un peu plus abstraites. Mais vous pourrez, le moment venu, vous adapter si vous avez donc toutes vos bases. Les formules plus abstraites en question, donc vous les verrez évidemment plus tard dans votre cursus scolaire ou universitaire. D'ailleurs, en parlant de cursus post-bac, vous devez savoir que dans certains d'entre eux, l'usage de la calculatrice est interdit. Prenons l'exemple des classes préparatoires aux grandes écoles ou les parcours santé. En règle générale, les calculatrices sont interdites dans ces cursus. Je vous recommande donc d'utiliser le plus tôt possible tous les conseils que je viens de vous donner. Surtout qu'il s'agit de mettre en place un cercle vertueux. Le fait de maîtriser le calcul numérique va vous aider à comprendre le calcul littéral et ce calcul littéral vous donne les formules qui vont vous permettre de vous améliorer en calcul numérique. Je vous donne un exemple. Si vous devez par exemple calculer 11 fois 13, eh bien, vous pouvez dire que 11 c'est 10 plus 1 et utiliser la formule du développement. Ça va donc faire 10 fois 13 plus 1 fois 13. 10 fois 13 ça fait 130, 1 fois 13 ça fait 13, 130 plus 13 ça fait 143. Et voilà, avec une simple formule de calcul littéral, eh bien, j'ai la capacité d'effectuer certaines multiplications qui, de tête, peuvent parfois être un petit peu désagréables.
Alors voilà, j'espère avoir réussi à vous convaincre. Je vais quand même apporter une petite précision. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas utiliser vos calculatrices dans vos contrôles. Il est toujours utile de vérifier ces calculs. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas utiliser la calculatrice à l'entraînement. Que ce soit clair. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, pensez à vous abonner et surtout, partagez-la autour de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.